quoi être rebelle pour vous ? Moi, j'ai toujours été rebelle. Le rebelle dans une famille, déjà, c'est un enfant qui n'est pas pareil que les autres, qui est contre l'éducation qu'on lui donne ou les choses qu'on veut lui faire et qu'il veut pas faire. Donc ça, c'est déjà un rebelle. Je pense que le rebelle commence dès l'âge de 5 ans. Je veux dire, un rebelle, ça ne se trouve pas. Un type ne devient pas rebelle à 25 ans. Ou alors il est définitivement pris par la société, il devient un esclave de la société, ou dès le début, il se rebelle. Alors tous les grands hommes d'Abraham Lincoln, qui a aboli entre nous l'esclavage, mais que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui a été assassiné d'ailleurs. Alors le problème des rebelles, c'est qu'ils sont souvent assassinés. C'est-à-dire que parce que les autres, on ne les aime pas, justement parce qu'ils sont rebelles. Alors au bout d'un moment, que ce soit dans des combats révolutionnaires en Afrique ou en Amérique du Sud ou ailleurs, ou en France même, il y a toujours, si vous voulez, le rebelle qui est mis à part, il est rangé à part, on l'aime pas. On l'admire, mais on ne l'aime pas. C'est le problème des réalisateurs indépendants comme moi, c'est que quelquefois on admire leur liberté, mais on les aime pas, parce qu'on dit, moi je suis pas comme eux, je voudrais être comme eux, je suis pas comme eux, donc je les aime pas. Alors le rebelle, c'est quelqu'un qui vivra toujours en société, contre la société, et il a beaucoup de mal à s'unir à quelqu'un, parce que quand il s'unit à une femme, ou à un homme, s'il est homosexuel, il a du mal à trouver son complément, parce que la personne avec laquelle il se retrouve n'est pas forcément rebelle. Alors donc, il se trouve coincé dans son rébellion, il peut plus être vraiment rebelle s'il vit avec quelqu'un qui l'est pas. Donc le rebelle, par voie de conséquence, se retrouve tout seul généralement, et plus particulièrement lorsqu'il vieillit. Parce que quand il vieillit, il est affaibli, et à ce moment-là, on l'abandonne comme un animal malade. Et donc, finalement, le rebelle, c'est une très belle image d'être rebelle, puisque vous lui consacrez un festival, c'est formidable d'être rebelle, mais en même temps, c'est comme un prisonnier. Il est prisonnier des autres. Il est prisonnier parce que, comme les autres voudraient... En fait, tout le monde voudrait être rebelle. Et la plupart des gens n'osent pas être rebelles. Donc, comme ils n'osent pas, ils envient celui qui est devenu rebelle. Et à ce moment-là, le rebelle, il se retrouve tout seul. C'est ça le principe du rebelle. Alors, quand on passe à Che Guevara, au plus grand, mais même au type d'Amérique du Sud, notre ami qui est resté 27 ans en prison, le président qui est devenu, brusquement comme un con, j'oublie son nom, Mandela. Mais voilà, alors voilà l'histoire de Mandela. Mandela était un type formidable. On l'a foutu en prison. On l'a mis 27 ans en prison. Personne n'a réagi. Personne n'est allé le chercher pour le sortir de prison. Il n'y a pas eu un mouvement qui l'a sorti de prison. On l'a laissé 27 ans. Une fois qu'il a fait ses 27 ans, on a dit c'est un héros, qu'il est formidable, etc. Mais pendant 27 ans, tout le monde s'en est... Moi, si j'étais africain, j'aurais pris des gens et j'aurais été le sortir de la prison. Mais parce que je suis un rebelle moi-même. Parce que voilà, ça c'est l'exemple type, c'est Mandela. Après, il y a Che Guevara. Et puis, il y en a d'autres. Il y a Salvatore Giuliano, l'italien, qui était un drôle de rebelle, mais un type bizarre. Enfin, il y en a eu plein de rebelles. Mais les rebelles, même au temps de Marie Stuart, même les rebelles au temps de François Ier, mais il y a toujours eu des rebelles. Mais c'était considéré comme des terroristes, un peu. C'est un peu pendant des terroristes. Ceux qui ne sont pas islamistes, simplement la seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas forcément islamistes. Parce que les rebelles ne sont pas forcément islamistes. Alors donc... Oui, alors c'est pour ça que tout ça est compliqué. Et quand on parle de Daesh et tout ça, il faut voir les origines du mouvement, etc. Il n'y a que des historiens qui peuvent se pencher là-dessus, parce que c'est très compliqué. Comment ce mouvement... qui est aujourd'hui proscrit par le monde entier, et à juste titre, mais pourquoi ils en sont arrivés à tuer des innocents, etc., on ne sait pas. Mais il y a aussi une espèce de chemin qui s'est fait au cours des années. Parce que quand je vois qu'en Afrique, les albinos, on leur coupe la tête et les bras et on les vend, mais quand vous pensez à ça, c'est horrible.
Et il y a des choses tellement horribles qu'on se demande qu'ils dépassent encore Daesh, si on peut dire, puisque Daesh coupe la tête des gens. Mais là, il y a des gens qui ne sont pas de Daesh qui coupent la tête des enfants albinos. Alors, ça laisse à réfléchir, tout ça. Moi, ça m'a frappé, ça. Parce que chaque fois qu'il y a un événement je parlais d'Abraham Lincoln, c'est un personnage extraordinaire, mais ils l'ont assassiné, mais Kennedy aussi l'ont assassiné. Et pas seulement lui, Gandhi. Enfin, il y a plein de gens qui ont été assassinés, justement parce que c'était des rebelles. Les rebelles risquent de passer à la casserole parce que ils sont haïs par certains milieux et on essaye de les flinguer. Et selon vous, quelle est la pire chose dans un État, dans une société capitaliste? À mon avis, c'est les SDF, c'est-à-dire les migrants, parce que aujourd'hui, si vous voulez, dans une société qui finalement vit relativement bien, même les gens pauvres, ils finissent par manger normalement, parce que d'abord ils achètent des produits très bon marché, ils arrivent à se nourrir. On a en face de nous toute une série de gens qui sont encore dans les rues et tout ça. Moi, je veux faire un film là-dessus. Je trouve pas d'argent pour le faire parce que les SDF et les migrants se retrouvent, si vous voulez, sur le même pied. Au départ, ils sont pas sur le même pied. Ce sont des réfugiés politiques d'un côté, et de l'autre côté, des pauvres gens qui n'ont pas où coucher parce qu'on ne sait pas des SDF que j'ai étudiés très très longtemps, c'est que les SDF sont pas forcément des gens pauvres et des mendiants qui boivent un coup de rouge, parce que les gens assimilent, si vous voulez, le SDF à un ivrogne, un ivrogne qui boit du rouge. Souvent on pense ça, alors que il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des étudiants, il y a plein de gens qui sont SDF et qui ne sont pas du tout comme ça. Alors, et les migrants, c'est pareil. Dans les migrants, vous avez des pauvres Soudanais qui arrivent, ils veulent trouver du boulot. Il y en a même qui ont fait des études, il y en a même. Et on le mélange tout ça dans une espèce de mix. On les mélange tous là-dedans et on en fait des gens qui dorment dans la rue. En plus, il y a quelque chose de très grave en France, c'est la façon dont sont faits les accueils pour les SDF. Moi, j'ai étudié ça parce que je voulais faire un film là-dessus. Tous les refuges pour SDF, c'est une saloperie. C'est-à-dire qu'il faudrait agir là-dessus. J'en ai parlé à Macron d'ailleurs une fois, je lui ai dit mais on peut pas laisser ça comme ça. Alors c'est le même principe que les prisons, c'est-à-dire les prisons c'est dégueulasse. Aujourd'hui les prisons, vous avez des mecs qui sont à 4 dans une cellule, c'est pas vivable. Même pour 2 jours, c'est pas vivable. Et de la même façon, quand ils téléphonent le soir pour être logé, parce que moi j'étais avec un SDF l'autre jour, et il prend le téléphone à 8h, il dit il fait froid, je voudrais aller. Et on lui dit rappelez dans 2 heures. Rappelez dans 2 heures. Le pauvre, il est dans la rue. Le mec qui lui répond, il se rend pas compte de ce qu'il dit. Le type, il est en train de se geler les couilles dehors et on lui dit rappelez dans 2 heures. Encore, c'est extraordinaire qu'il ait un téléphone. Parce que ça aussi, c'est bizarre, c'est qu'ils ont des téléphones. Les mecs qui n'ont pas un rond, ils finissent par avoir un téléphone. Alors, il y a des trucs comme ça. Alors, il faudrait trouver des endroits. En plus, on a décrété à Paris, j'étais avec Hidalgo l'autre fois, et elle me dit, il y a je sais pas combien de locaux vides. Je dis, mais pourquoi vous mettez pas tous ces gens-là dans ces locaux vides? Pourquoi vous les foutez pas là-dedans plutôt que de les laisser crever dans la rue? Alors, on peut pas vivre. Moi, ça me tue quand je vois un SDF dehors, ça me rend malade. Et je veux dire, c'est pour ça que je voulais faire un film là-dessus, mais personne ne veut financer un film là-dessus. C'est ça le problème. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, voilà, pour moi, ce qui va pas, c'est cette histoire de migrants et d'SDF. Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et moi, si j'étais au gouvernement, je prendrais une priorité avec ça. Parce que je vois pas comment on peut laisser des femmes avec des enfants, des trucs comme ça dans la rue. Je trouve ça. Et aller bouffer même une frite, un hamburger chez McDonald's. Même, je peux pas, moi je pourrais pas faire ça. Alors, comment je suis tout seul, comment voulez-vous que je monte un film? Parce que dans mon film, il y avait 5000 personnes qui allaient protester à l'Assemblée nationale, 5000 migrants, et mais pour les réunir, ça représente du fric. Donc, voilà, la tristesse de l'impuissance, en fait, de certaines causes qu'on peut pas défendre parce qu'elles sont trop chères. Alors, on peut défendre des trucs, j'en ai défendu.
Et déjà, quand j'ai fait à mort l'arbitre avec les supporters qui se pètent la gueule sur les trucs, qui foutent des canettes sur la tête des joueurs, qui crient ça, c'est un sale nègre, etc. Tous ces types-là, il faudrait les foutre dans une prison. Et c'est fou le football, parce que comme vous savez, moi j'ai assisté à des trucs de football, ça m'a surpris. Enfin, parce qu'en fait, au football, si vous voulez, c'est toute la haine raciale qui arrive. C'est-à-dire les mecs en profitent pour montrer la haine en fait, c'est des types du Front National, plus ou moins. Voilà. Est-ce que vous souhaitez lancer un appel pour votre projet de film, par exemple ? Ah oui, mais un appel ici, je ne sais pas comment vous vivez avec le ciné-club d'ici, comment vous arrivez à le financer. Peut-être avec le maire de Saint-Denis, je ne le connais pas, le maire. Ah non, c'est pas, le maire de Saint-Denis, c'est quoi ? C'est lui qui vous finance ? Non, c'est pas lui. Qu'est-ce qui finance le truc ? Je ne sais pas, parce que les festivals, c'est financé en général. C'est indépendant. Ah bon, c'est complètement indépendant ? Le festival, je pense. Ah, le festival ? Vous êtes indépendant. Il y a l'association, après il y a des subventions. Il y a des subventions du maire de Saint-Denis. Un peu. Non, je connais le maire de Saint-Denis, je l'ai vu une fois, mais il m'a jamais donné d'argent. Il a changé il y a quelques années. Oui, peut-être. Moi, je parle de Saint-Denis. Quand j'ai tourné avec Bourvil, vous voyez, c'est mieux quand même. Et on a tourné à la basilique, là, en bas, là, dans les cercueils, dans les trucs de roi, là, en bas. On a tourné dans les tombes, là, en bas. Ben oui, c'est comme ça que j'ai connu Saint-Denis. Et puis, j'ai assisté parce que je suis vieux, j'ai assisté à la construction du stade. Parce qu'il n'existait pas, ce stade. Il a été construit, il devait avoir 40 ans, je crois. Quelque chose comme ça. En fait, moi, je parle par rapport à toutes ces personnes qui vous ont suivi ou toutes ces personnes qui redécouvrent vos œuvres du début jusqu'à aujourd'hui, qui souhaitent travailler avec vous. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, leur lancer un appel pour votre prochain film ? Oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'appelle Usulu ou un truc comme ça. Alors, c'est les mecs qui demandent de l'argent aux spectateurs. C'est-à-dire, en fait, ma copine Michel Larocque, elle a obtenu 350 000 € en lançant comme ça. Elle dit à des spectateurs, venez, on va vous faire venir sur le tournage, donnez-moi 10 €. Et avec ce système-là, elle est arrivée à trouver 350 000 €. C'est le champion, parce qu'il n'y en a pas un qui a trouvé plus qu'elle. La plupart, c'est moins. Et surtout des jeunes qui ont trouvé de l'argent pour des courts-métrages. Ils disent, voilà, je vais faire un court-métrage, donnez-moi 3 000 €. Alors ils arrivent à 3 000 4 000 €, c'est tout, basta, c'est terminé. Alors moi, mon film, si je lançais un truc comme ça sur Ululu, là, je crois que je ne récolterais pas suffisamment pour faire le film, parce que, si vous voulez, il faudrait que Bill Gates... Alors moi, j'ai écrit à Bill Gates, mais Bill Gates, il est richissime. Mais le mec qui a inventé aussi tous les trucs, là, les trucs d'Internet et tout ça, Fallenberg, ou je sais plus comment il s'appelle, un jeune, là, il est arrivé à se faire une fortune avec Google, je sais pas quoi, Google. Zuckerberg. Oui, ben vous le connaissez, vous. Ouais. Alors ces types-là, ils ont eu la chance de faire un pognon fou. Donc c'est à eux, en général, qu'on s'adresse quand on veut faire des œuvres philanthropiques, comme par exemple un film sur les SDF. Mais ces gens-là, ils ont déjà leur fondation, ils s'occupent des enfants noirs, ils s'occupent des enfants handicapés, ils s'occupent de ceci, de cela, donc ils vont plus s'intéresser à ça, qui sont des choses collectives, que de venir faire un film de Mocky en lui donnant de quoi faire son film. Alors après, moi un jour, j'ai écrit à Rothschild, j'ai écrit à des gens comme ça, richissimes, mais ils ont chacun des œuvres, parce que c'est curieux que finalement, la plupart des gens riches s'occupe de quelque chose. Par exemple, Madonna, elle s'occupe des enfants noirs. Alors ils font du caritatif. Alors, dès qu'un mec est devenu célèbre et qu'il a trouvé de quoi bouffer, d'avoir beaucoup d'argent, eh ben, il s'occupe de quelque chose. Il a déjà quelque chose. Alors, quand vous vous adressez à lui, il a déjà une fonction, si vous voulez. Il a déjà quelque chose à faire. Alors, il va vous dire, mais non, moi, je m'occupe des enfants du Gabon, je n'ai rien à foutre de votre truc.
Un autre, il va s'occuper des filles mères, l'autre, il va s'occuper des femmes battues, le troisième, il va s'occuper... Et nous, le cinéma, c'est considéré, si vous voulez, en fait, comme un luxe, comme quelque chose qui doit être financé par on ne sait pas trop quoi, par des... Alors les commissions, c'est tous des pourris. Alors ils sont pas rebelles du tout, ceux-là, ils sont pourris. Alors les commissions, vous présentez à une commission, la plupart des gens vous aiment pas toujours pour le même principe, c'est que vous êtes libre, eux le sont pas, donc les gens qui sont pas libres n'aiment pas ceux qui sont libres. Donc en fait, c'est comme des chiens et des chats. Ils s'aiment pas. C'est viscéral. Ils aiment pas ces gens-là. Donc nous, on a un problème. C'est on veut faire des films qui aident la société, qui aident l'humanité, et on n'est pas aidé. Alors, quelquefois, on y arrive quand c'est des petits films. Par exemple, là, il y avait Médecins sans frontières. Je parlais de mon film là, qui est en train d'être projeté, La machine à découdre. Ben c'est l'histoire des Médecins sans frontières, parce qu'ils arrivent là-bas en Afrique ou en Amérique du Sud et ils assistent à des horreurs. Et il y en a qui deviennent fous, ils disent c'est pas possible que ça se passe comme ça, ils trouvent des enfants avec une jambe en moins parce qu'ils sont sautés sur une mine, ou bien des enfants à qui on a arraché les yeux parce que c'était des sauvages, ils se sont battus, ils ont arraché les yeux des enfants. Et les mecs, ils sont tellement perturbés, si vous voulez, ces médecins qui arrivent là-bas, ils se disent mais c'est pas possible que tout le monde, personne s'intéresse à ça, parce qu'en fait personne s'y intéresse. Moi je sais que j'ai vu des cas, là les gens ils ne trouvent pas 20 balles pour soigner un enfant qui a perdu un œil. Alors ça devient, alors le film que je présente là, sous des dehors de films policiers, c'est finalement un réquisitoire pour les Médecins sans frontières. Qui sont des gens qui essayent de sauver des gens, etc. C'est comme des religieuses, c'est des religieuses en blouse blanche. Ben oui, parce qu'ils se dévouent à ces gens qui sont malheureux. Moi, j'ai vu un enfant qui avait sauté sur une mine quand j'étais en Algérie, et j'ai vu un petit gosse, il avait plus que la jambe, elle était là. Il lui avait coupé la jambe, il en avait pour toute sa vie. C'est horrible. C'est horrible. Alors, quand vous voyez ça, vous dites qu'est-ce que je fais là? Je devrais m'occuper de lui. Mais on peut pas s'occuper que de celui-là, parce qu'il y en a des dizaines comme ça. En Syrie, en ce moment, ça va très mal. Et les Kurdes se font taper dessus par les Turcs, etc. Enfin, si on commence à regarder ça, on devient fou. Alors, le problème, bon, il faut pas fermer les yeux non plus, mais voilà, je vais bientôt faire un film. Je fais des films. Alors, ce film des SDF, si je fais un petit film, il va pas avoir d'ampleur, il n'aura pas son impact. Si je fais un petit film à 100 000 balles, ça va être minable. Donc, voilà. Moi, je suis sûr que si vous lancez un Ulule, ça marche. Je suis sûr que vous arriverez à convaincre même Seydou. Ils savent que je fais pas ça pour de l'argent, parce que moi je suis pas payé. Alors moi je travaille au pourcentage, j'ai jamais été payé dans un film depuis 20 ans. Avant quand j'ai commencé ma carrière, j'étais payé, mais c'était pas pareil. Le cinéma était différent. Maintenant il y a plus de producteurs. Parce que les producteurs, c'était des juifs qui venaient de subir, si vous voulez, les camps de concentration, etc. Donc ils étaient des gens qui n'avaient pas, qui avaient le sens du risque. C'est-à-dire c'est des gens qui avaient failli crever, donc ils prenaient des risques. Donc quand il y avait un film avec un scénario un peu particulier, ils prenaient le risque de faire le film. Et c'est pour ça qu'il y a eu des grands films de faits grâce à ces gens-là. Après ils sont morts. Et après leurs enfants n'ont pas du tout le même comportement. Mais ils n'ont pas eu les qualités de leurs enfants, de leur père. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des jeunes enfants de producteurs juifs qui n'avaient plus du tout le même goût du risque, parce qu'ils n'avaient pas connu les camps, Alors ils étaient devenus terre à terre, comme les Français, comme les gens normaux, les gens d'autres races. Et finalement, il n'y avait plus de différence. Il n'y avait plus ces producteurs. Alors, en Amérique, ça a été que ça. Il n'y avait que des producteurs, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner, Harry Cohn, tous ces types-là, c'était des gars comme ça. Et alors, ils ont disparu. Et en même temps, avec eux, ont disparu les risques. C'est-à-dire, les grands sujets, il y avait des sujets à risque.
Et maintenant, c'est très rare de trouver des sujets à risque. C'est Monsieur Tuche maintenant. C'est la période de Monsieur Tuche. Alors, c'est lui qui gagne. Monsieur Tuche. Alors, c'est un copain à moi, mais je veux dire, voilà, ils en sont au 3e Tuche, mais ils en font 4, 5. Alors, il y a une différence entre ça et un film sur les SDF, quand même. Une grande différence. Une dernière question, selon vous, pourquoi c'est important, c'est toujours important de voir le rebelle à l'écran? S'il n'y a plus de rebelles, si vous voulez, il y aura une espèce de manque terrible au cinéma, parce que le rebelle est une espèce de contrepoison, si vous voulez, c'est un personnage. S'il n'existe plus l'équilibre, il y aurait que des trucs genre Plus belle la vie, des trucs comme ça. Ça deviendrait uniforme, si vous voulez, le paysage cinématographique deviendrait uniforme. Il y aurait plus de combats, il y aurait plus de. Ça deviendrait comme ça, les jeunes qui sont dans les universités, les lycées, tout ça, ils seraient abreuvés par des films sans combativité, c'est-à-dire. Je crois qu'il faut que dans tous les domaines, que ce soit le jazz ou même le sport ou n'importe quoi, il faut qu'il y ait un combat. Il faut qu'on combatte les choses qui ne sont bon pas dans ces métiers-là. Alors, si plus personne ne fait des films comme ça, il y aurait une uniformité, si vous voulez, dans le cinéma qui serait très, très préjudiciable. Et de toute façon, il y aura toujours des jeunes qui vont réagir comme moi, c'est-à-dire je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent faire ce que je fais, il y a des gens qui admirent ce que j'ai pu faire et ils disent « je veux faire pareil, mais à mon époque ». Parce que les problèmes ont changé, il y a beaucoup de problèmes qui ont changé. C'est-à-dire, moi, à mon époque, par exemple, regarder la télévision, j'avais fait La Grande Lessive, qui était un film où je disais que les enfants ne pouvaient pas regarder ce qu'on leur montre. Surtout maintenant qu'il y a des films porno à la télé. Alors, ils ont lancé des classes d'éducation sexuelle dans les lycées, mais les mecs, déjà 5 ans avant, ils avaient vu des mecs baiser dans un film pornographique. Alors on leur disait, tu sais, la maman, les enfants, ils viennent, c'est comme dans un chou, etc. Alors c'était complètement dérisoire. L'enfant, il en savait plus que le père, presque. Alors, vous voyez, donc il y a eu quand même une nécessité de ne pas tout montrer aux enfants pour préserver leur fraîcheur, etc. Donc il y avait ça. C'est pour ça que moi je disais qu'il fallait une clé dans les télés et qu'il fallait fermer la télé à certaines heures quand les parents ne pouvaient pas surveiller ce que vous regardez les enfants. Mais aujourd'hui, les parents vont au cinéma, au concert, hein, ils vont bouffer chez des amis, laissent les enfants regarder n'importe quelle chaîne. Et voilà. Il suffit que le gars repère la chaîne porno, le gosse, et puis ça y est, tout est fait. Alors moi, si vous voulez, alors j'avais fait ce film, mais c'était en 68, donc vous voyez, c'était pas d'aujourd'hui, ça fait 50 ans presque, mais ça fait exactement 50 ans que j'ai fait le film, et ça n'a pas changé. Les enfants maintenant, je parlais l'autre jour avec un gosse de 11 ans, il voit des films porno, lui, il regarde des films porno, il en regarde plus que moi. Donc voilà l'histoire des rebelles. Les rebelles existeront toujours, grâce au ciel. Il y en aura peut-être moins ou plus. Ça dépend de la philosophie des spectateurs. Parce que si les spectateurs finissent par reconnaître, aller voir ces films de rebelles, comme on allait voir les James Dean, parce que James Dean était un rebelle. Ça a été un des premiers rebelles, James Dean. Il a eu une vogue. Et à ce moment-là, les jeunes voulaient être James Dean. Donc, il y a eu un mouvement vers ce rebelle-là. Leonardo DiCaprio est également, moi je le connais très bien, c'est un rebelle aussi, lui. Mais des rebelles dans la vie, déjà. Il est très bien, Leonardo. Et alors, il y a comme ça, dans certaines périodes, des grands rebelles. Et plus il y en aura, mieux ça sera. À mon avis, il faudrait que la balance, si vous voulez, soit au moins d'un tiers de rebelles contre 2 tiers de normaux. Ce serait ça le bien. Mais le bien, ce serait ça. Mais il n'y en a pas un tiers de rebelles. Donc malheureusement, il n'y en est pas un tiers. Malheureusement. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait former en quelque sorte un syndicat de rebelles.
Encore que j'ai une anecdote, un jour, Orson Welles, Jean-Pierre Melville, Jacques Tati, et moi-même, et puis quelques autres, on s'est réunis à la Coupole dans un restaurant à Montparnasse, et on avait décidé de créer un syndicat. Parce qu'on a dit, on va faire un syndicat de rebelles, en fait, en tout cas d'indépendants. Et bien, à l'issue du dîner, personne n'a voulu être trésorier, ni président, ni rien. Personne. Aucun des membres de cette future association n'a voulu. Orson n'a pas voulu, Jean-Pierre Melville n'a pas voulu, Tati n'a pas voulu, Buñuel n'a pas voulu, moi j'ai pas voulu. Ben donc finalement, à l'issue de ce dîner, il n'y a pas eu de syndicat. Parce que on peut pas faire un syndicat de rebelles. C'est impossible. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. En fait, aucun de ces artistes n'a voulu être le chef de l'autre. Il a voulu respecter, en fait, la personnalité de chacun et il s'est dit, moi, je ne vais pas m'imposer qu'en président ou en secrétaire ou en trésorier ou en je ne sais pas quoi. Et finalement, il n'y a pas eu de syndicat. Et voilà, et on en est là. Moi, je suis tout seul, et l'autre est tout seul, Orson est mort tout seul. Et tous ces gens-là, Tati est mort tout seul, et ils sont tous morts tout seuls. Et pas dans le centre d'un peuple. Voilà. D'accord, okay. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur. Ben voilà, à la prochaine alors. À la prochaine et à un prochain festival. Voilà.